Bonjour à tous les amateurs de Wargames sur table. Aujourd'hui, nous voulons vous parler du mode solo dans le jeu Napoleonic Steel Magic. Dernièrement, les joueurs et les développeurs accordent une attention particulière au mode solo dans les jeux de société. C'est pourquoi, lors du développement de notre Wargame Napoleonic Steel Magic, nous avons également consacré de nombreuses heures à ce mode. Et au final, nous avons créé un véritable module solo composé de deux modes solo distincts. Aujourd'hui, nous allons examiner le premier d'entre eux qui s'appelle la bataille solo. Et le deuxième mode, c'est la campagne solo. Nous essaierons de vous en parler dans un avenir proche. Ce mode est plus long et se compose de plusieurs batailles au cours desquelles, étape par étape, vous atteindrez les objectifs de la campagne sur la carte globale. Donc aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, nous allons parler du combat solo. Commençons par jeter un œil aux composants. Ce mode présente plusieurs avantages. Il est au plus proche du jeu de base en mode scénario joueur contre joueur. C'est-à-dire qu'il utilise les mêmes composants, les cartes d'unité, les cartes de manœuvre pour le joueur, les ordres. Voici le plateau de commandement, le plateau de renfort. Pour le joueur PNJ dans notre partie d'aujourd'hui, ce sont les légions Bisn qui jouent pour lui. On utilise exactement les mêmes cartes d'unité, et d'ailleurs, notez bien que les cartes d'unité dans les jeux napoléoniques et Steel Magic possèdent systématiquement deux faces distinctes. Cela signifie concrètement qu'une face est utilisée lorsque cette faction est jouée par un joueur humain. Cette face comporte ici un symbole d'ordre spécifique, comme chez Napoléon, l'étoile indiquant n'importe quel type d'ordre, ainsi que les ordres colorés. Sur la face solo, lorsque cette faction est contrôlée par un joueur PNJ, à la place du symbole d'ordre habituel, on trouve ce petit chapeau de général. Ainsi, les cartes des légions de l'abîme sont actuellement placées du côté destiné aux joueurs solo. Pour le moment, il y a 3 factions dans le jeu. Il s'agit de la France, des légions de l'Abîme et de la Grande-Bretagne. Et vous pourrez jouer une bataille solo pour n'importe laquelle de ces factions contre n'importe quelle autre. En plus des cartes de personnages, le joueur utilise ses jetons en forme de lettres. Ce sont des jetons d'initiative pour les unités de figurines. On peut utiliser des jetons avec des marqueurs. Pour plus de clarté, nous avons placé ici des figurines. Et voici des marqueurs numérotés pour les unités qui sont recto verso. Ils sont placés de manière aléatoire. Je vous en parlerai plus en détail un peu plus tard. Le joueur qui contrôle les PNJ utilise également un paquet de cartes. Pour activer ces unités, ce paquet est appelé le deck automa. Alors, par quoi commence la partie? Eh bien sûr, par la mise en place. Nous avons déjà placé tes unités selon le scénario. Les unités des PNJ sont également placées selon un certain algorithme. Découvrons ensemble le scénario d'entraînement. Il s'appelle Battle of the Gross Lagre Crossing. Ici sont indiquées les conditions du scénario nécessaires pour remporter la partie. Pour gagner, l'un des joueurs doit obtenir 8 points de victoire. Les joueurs gagnent des points de victoire en contrôlant des points de contrôle à la fin du tour, chaque point rapportant un point de victoire. Détruire une unité ennemie rapporte un point de victoire, et éliminer le commandant adverse en rapporte 2. De plus, certains scénarios comportent des conditions spéciales pour obtenir des points de victoire. Dans ce scénario spécifique, le joueur identifié comme A obtient un point de victoire si les 4 cases stratégiques marquées comme forêt sur la carte du scénario ne sont pas occupées par des unités ennemies. Autrement dit, nous jouons dans le camp des bleus, et c'est notre condition supplémentaire précise pour obtenir un point de victoire additionnel. De son côté, le PNJ a une condition supplémentaire à remplir. Il doit contrôler ces 2 passages clés, à savoir le passage à gué ainsi que le pont principal situé sur la rivière. Nous allons essayer d'empêcher que cela se produise. De plus, lorsque vous jouez contre un PNJ, celui-ci peut obtenir un point de victoire additionnel en procédant à l'activation de son unité sur de tels points, mais nous en parlerons de manière beaucoup plus approfondie un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il est encore important de préciser? C'est l'algorithme de placement des unités du PNJ1. Dans les zones de déploiement marquées en rouge, il existe 4 types d'icônes. Il s'agit du chapeau de général, de l'artillerie, de la cavalerie et de l'infanterie avec des numéros. Vous commencez le placement en allant du chiffre le plus bas au plus élevé. Ces icônes indiquent les types d'unités. Dans cette situation précise, pour le PNJ, nous ne disposons que d'un seul commandant, donc nous allons le placer sur l'hexagone numéro 1. Je n'ai pas mentionné à quoi sert cet algorithme.
Ce système vous permet de placer les unités du PNJ de manière beaucoup plus stratégique et réfléchie, comme le ferait un joueur si vous jouiez dans un véritable mode joueur contre joueur. Donc, dans ce cas précis, nous devons placer le commandant du PNJ sur cet hexagone, et voici maintenant l'empereur. Nous le plaçons ici. Ensuite, selon le scénario, c'est l'artillerie. Pour l'artillerie, nous avons ces trois hexagones. 1, 2, 3. Nous avons une seule artillerie, donc nous plaçons l'artillerie sur cette case. Si plusieurs unités sont indiquées sur l'hexagone de déploiement, nous donnons la priorité à celle qui est située tout en haut. Par exemple, sur cet hexagone, on place d'abord une unité d'infanterie, si vous en possédez au moins 6 en réserve. Sinon, ce sera alors la cavalerie qui sera déployée. Ainsi, nous avons terminé la mise en place complète des unités pour le PNJ. Et nous pouvons maintenant passer directement au début de la bataille elle-même. Les phases de la bataille se déroulent selon le même principe que dans le mode standard joueur contre joueur. Oui, j'ai oublié de mentionner que dans cette revue, nous allons nous attarder en détail sur les règles solo, sur les règles pour la bataille en solo. En conséquence, vous devrez vous familiariser au préalable avec les règles de base afin d'avoir une idée du jeu. Ici, nous n'allons pas nous attarder sur elles en détail. Nous essaierons tout de même de vous transmettre les principes fondamentaux. Alors, comme dans le mode de jeu de base, nous commençons la partie par la phase de préparation. Ici, sur le plateau de commandement, dans la partie inférieure, sont énumérées les principales étapes de la phase de préparation. La première étape consiste à révéler 3 cartes de renfort. Ceci était nécessaire pour que les deux joueurs puissent les voir, afin de savoir pour quelle carte ils vont se battre lors de ce tour. Car c'est le premier joueur, celui qui a l'initiative, qui choisira les premières cartes. Ensuite, il y a l'obtention de l'initiative. Dans le jeu de base, les joueurs obtiennent l'initiative en s'affrontant à l'aide de cartes de manœuvre. Dans le jeu de base, le joueur pioche, comme ici, jusqu'à 5 cartes tout au début de la partie et il doit en défausser 2. Il ne lui en reste donc plus que 3. Disons que nous défaussons cette première carte-ci et, par exemple, celle-là. Lors d'un affrontement en mode solo, le joueur humain participant a toujours l'initiative. Donc nous allons donc retourner le jeton d'initiative sur notre propre couleur. En tant que joueur ayant l'initiative, nous prenons une carte du collection deck et choisissons de quel côté elle sera jouée. Cette carte vous indique combien d'ordres les joueurs recevront au début de chaque tour et combien de cartes de manœuvre ils piocheront à la conclusion de ce même tour. Nous pouvons par exemple choisir de recevoir 5 ordres au début et une seule carte à la fin, ou bien opter pour 4 ordres renforcés au début et 2 cartes à la fin. Nous allons choisir d'avoir plus d'ordres. Dès le tout premier round de jeu, nous pourrons donc effectuer un plus grand nombre d'actions. Oui, il y a également un autre point qui est vraiment très important. L'un des déclencheurs de la fin de partie est le déroulement complet de 5 rounds. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura 5 cartes ici, à la fin du 5e round de la partie se terminera automatiquement et le joueur qui aura le plus de points de victoire l'emportera. Ou bien la partie peut se terminer prématurément si l'un des joueurs atteint 8 points de victoire. Donc, nous prenons les ordres en fonction de ce chiffre, c'est-à-dire 5 ordres. Les ordres ici existent en 4 couleurs, vert, bleu et rouge. En règle générale, les ordres verts servent à activer les unités vertes, c'est-à-dire l'infanterie, les ordres bleus, la cavalerie et les ordres rouges, l'artillerie. Les commandants peuvent généralement être activés avec n'importe quel ordre. Dans notre armée, nous avons un commandant unique, l'empereur Napoléon. Il possède la capacité Draft 2, ce qui signifie que vous pouvez prendre 2 ordres de plus, mais vous êtes également obligé d'en défausser 2. Nous n'avons qu'une seule artillerie dans l'armée, donc nous n'avons pas besoin de beaucoup d'ordres, et une seule cavalerie suffit amplement. Un ordre bleu devrait probablement suffire, même s'il serait peut-être judicieux de tenter une avancée jusqu'à ce point-ci. Je pense que je vais prendre la décision de garder 3 ordres verts pour Denis Bro.
Donc, nous avons 3 ordres verts pour l'exportation, un pour l'artillerie, un pour la cavalerie, et l'empereur Napoléon peut être activé avec n'importe quel ordre. Ainsi, conformément aux étapes de la phase de préparation, nous avons reçu les ordres. Maintenant, nous recevons des renforts. C'est le joueur ayant l'initiative qui choisit en premier l'une des 3 cartes disponibles. Puis, le second joueur choisit l'une des 2 restantes. Dans la partie supérieure de la carte, on en choisit une, puis nous sélectionnons la partie supérieure ou inférieure. Nous n'avons pas de renfort, c'est-à-dire qu'il y a une perte sur le plateau des renforts, donc il n'y a aucun intérêt à choisir la partie supérieure, mais nous pouvons choisir la partie inférieure. Prenez un ordre aléatoire et une carte de manœuvre. Comprends. En plus, vous obtenez un jeton d'ordre rouge et une carte de manœuvre utile. Parfait. Le joueur PNJ utilise toujours la partie supérieure, c'est-à-dire qu'il reçoit toujours le renfort selon la partie maximale, mais dans ce cas, il n'a pas encore de perte, donc nous défaussons simplement. Maintenant que nous en sommes arrivés à ce stade, la phase de préparation est terminée, et le processus de combat, proprement dit, peut enfin commencer. En tant que joueur, nous possédons l'initiative, ce qui signifie que nous allons pouvoir commencer la bataille en tout premier lieu. Nous avons alors la possibilité d'activer ou d'effectuer jusqu'à 2 actions différentes durant ce tour. Cela peut être soit l'activation d'une unité, soit l'utilisation d'une carte avec une flèche comme celle-ci, qui permet déjà d'activer une unité ou plusieurs unités. Le joueur peut effectuer jusqu'à 2 actions pendant son tour, c'est-à-dire une ou deux. Et lorsque le joueur termine ses actions, le tour passe au PNJ. Le PNJ effectue toujours 2 actions en utilisant le paquet de cartes automa. Lorsque le joueur passe pour une raison ou une autre, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'ordre ou qu'il ne souhaite tout simplement pas continuer ce round, alors le joueur qui contrôle le PNJ termine de jouer son paquet jusqu'au bout. Et après cela, il passe, ou bien il passe immédiatement si le paquet a déjà été joué une fois, mais nous montrerons cela plus en détail pendant la partie. Donc, en tant que joueur ayant l'initiative, nous utilisons nos 2 premières actions. Donc, nous pouvons jouer cette carte-ci, qui indique que vous pouvez déplacer n'importe quelle de vos unités jusqu'à 3 cases et effectuer une attaque de mêlée à 3 dés. Cependant, au même moment précis, l'escouade reçoit ce marqueur particulier, un marqueur d'activation, ce qui signifie concrètement que votre escouade a déjà été activée durant ce tour-ci. C'est un point vraiment important à noter. Nous avons avancé vers Valeria, mais nous ne pouvons attaquer personne ici et nous nous sommes donc arrêtés, ce qui fait que la carte sera défaussée. Maintenant, nous disposons d'une action supplémentaire. Il devient alors tout à fait logique et stratégique d'avancer vers le deuxième point de contrôle. Nous activons cette escouade de joueurs. Elle s'active avec le vert et le rouge, respectivement, exactement comme nous en avions la possibilité auparavant. Nous aurions pu tout à fait effectuer une attaque à distance, mais la portée maximale de notre tir n'est que de 2 cases, donc nous ne pouvons toucher personne pour le moment. Sur ce, le tour du joueur se termine enfin, et c'est désormais au tour du PNJ. Alors, c'est le tour du PNJ. Le PNJ effectue jusqu'à 2 actions. Il passe son tour uniquement si le joueur l'a fait. Les actions sont effectuées de la manière suivante. Vous révélez la carte du dessus de la pile de froid fatal. Dans ce cas, mélangeons le paquet. Nous avons révélé la carte du dessus. Nous regardons le numéro pour savoir quelle unité nous activons. C'est-à-dire, c'est la 4e unité avec le marqueur numéro 4. Le marqueur, c'est cette cavalerie ici. Nous abaissons immédiatement le marqueur d'initiative de cette unité vers le bas. Ensuite, nous regardons les cibles prioritaires. Donc, les cibles prioritaires des dragons du chaos sont l'attaque ou bien la prise d'un point. Ils se déplacent de 2 cases. En conséquence, ils peuvent facilement atteindre notre unité. S'il s'était avéré qu'ils avaient choisi de se déplacer dans la forêt, ils auraient été obligés d'interrompre brusquement leur progression et leur mouvement. Mais comme nous devons suivre le principe fondamental et stratégique selon lequel l'automate agit toujours de façon à nous attaquer, nous avons donc pris la décision de nous déplacer précisément vers cet endroit-ci. Donc ils se sont déplacés, maintenant ils nous attaquent. Soyez particulièrement attentifs, nous sommes en train d'analyser l'algorithme de la carte. Si nous avons des unités avec des icônes rouges sur le plateau, ou bien sur la carte, il est absolument impératif pour nous de les activer. Sinon, nous activons la capacité jaune sur l'unité bleue, c'est-à-dire la 4e. Que signifient ces icônes rouges?
Littéralement, elle signifie la fureur. Autrement dit, ces unités PNJ que nous avons attaquées ou avec lesquelles nous avons été en contact à la fin de notre tour deviennent furieuses. Nous reviendrons un peu plus tard sur ce point en détail. Donc nous avons activé l'escouade des dragons du chaos. Ils nous attaquent avec leur capacité jaune. Voyons maintenant ensemble quelle est leur capacité précise. La capacité jaune. C'est un déplacement supplémentaire, mais ici, ils ne l'utilisent pas. Cela rend donc la situation un peu plus facile pour nous. Et ils nous attaquent directement au corps à corps. Voici la portée exacte de l'attaque ainsi que les dés, et comme ce n'est pas jaune, on peut tout à fait utiliser une carte de défense. Mais pour l'instant, nous n'avons malheureusement pas de telle carte en main. Ce n'est pas jaune, donc ils vont finir par nous infliger un point de dégâts. Malheureusement, ils sont en mesure d'infliger ce dégât, et nous recevons donc un point de dégâts bien réel. Très bien, c'était une action terminée et nous activons maintenant la suivante. Maintenant, nous allons passer à l'examen de la toute prochaine carte de notre série. Il s'agit précisément de la carte portant le numéro 1. En conséquence, nous activons la première unité, ce sont les légions de l'abîme. Leur priorité est également de capturer le point, puis d'attaquer. Eh bien, il est logique pour eux de se diriger vers ce point. Nous avançons, mais ils ne se déplacent pas. Ils ne peuvent pas effectuer d'attaque au corps à corps, mais ils peuvent atteindre l'une de nos unités avec leur attaque à distance. Examinons maintenant de plus près leurs paramètres. Les légions de l'abîme possèdent une attaque à distance utilisant un dé jaune ainsi qu'un dé vert. Notez également qu'ils activent les capacités jaunes sur leur carte car il n'y a pas d'unité rouge présente sur le terrain. Nous choisissons donc l'option non et nous pouvons ainsi obtenir toutes les capacités jaunes. Ces capacités jaunes leur permettent finalement d'obtenir un dé violet supplémentaire. L'attaque a réussi à toucher une fois, ce qui est même plutôt bien, car nous sommes malheureusement obligés de subir quelques pertes. Ainsi, le tour de l'automa se termine enfin, et c'est maintenant à notre tour de jouer. Nous avons donc à nouveau deux actions à effectuer. Il est évidemment tout à fait logique de continuer de percer pour atteindre enfin l'objectif. Ici, à la manière napoléonienne, Magic nous permet d'activer nos unités avant qu'elles ne deviennent totalement épuisées, c'est-à-dire avant qu'elles n'atteignent leur limite maximale de fatigue et ne deviennent épuisées. Dans cet exemple précis, les fusiliers ont le chiffre 2 bien visible sur leur indicateur de fatigue, ce qui signifie concrètement qu'ils deviennent épuisés au moment précis où ils reçoivent un tout deuxième jeton de fatigue. En conséquence, nous pouvons les activer à nouveau avec un ordre vert. Plaçons l'ordre ici, mais nous sommes obligés de recevoir immédiatement un jeton de fatigue. C'est ce que nous allons faire, donc nous nous déplaçons ici et pouvons immédiatement attaquer les 11 rangs ennemis. Je ne vois aucune raison de ne pas le faire, donc nous allons attaquer les régions de l'abîme avec 2 points jaunes. Et en conséquence, nous les lançons immédiatement. Nous obtenons ce puissant point de combat, ce qui signifie que les régions de l'abîme sont désormais contraintes de battre en retraite face à nous. Elles battent en retraite dans la direction de l'attaque, donc elles se sont repliées ici. Mais en même temps, elles deviennent furieuses parce qu'elles ont été attaquées. Malheureusement, il n'a pas été possible de leur infliger des pertes. Nous continuons, il nous reste encore une action. Dans cette situation, nous avons la possibilité d'attaquer avec notre redoutable cavalerie de dragons du chaos, ou bien de faire intervenir l'une de nos unités de réserve en renfort. Eh bien, je présume qu'il serait judicieux de mobiliser encore quelques fusiliers supplémentaires, donc nous allons tenter de les activer dès maintenant. Donc les fusiliers se déplacent ici vers le puits. Sur cette carte, il y a plusieurs terrains uniques dont je ne vous ai pas parlé au début. Le puits, qui permet de récupérer de la fatigue. Le camp, qui permet aux joueurs de piocher une carte de manœuvre, puisque les PNJ n'utilisent pas de carte. Et puis la ville. Nous allons donc nous reposer sur l'hexagone du puits. C'est donc notre deuxième action. En conséquence, le tour passe au joueur PNJ. Regardez, à la fin du tour du joueur, nous vérifions quelles unités ennemies ont été attaquées par nous. Voici la première unité. Ou bien, quelles unités sont en contact avec nous. Ce sont ces dragons-là. C'est-à-dire, peu importe si nous les avons attaquées ou non, si elles sont en contact avec nous, elles deviennent furieuses. Et Soma peut les activer selon la carte. Donc, nous vérifions
Nous prenons la carte suivante. Alors, nous arrivons maintenant à la troisième carte. C'est la carte que nous découvrons ensemble. Ce sont ces ogres du chaos. Les ogres du chaos sont une infanterie assez puissante. Leur priorité est de capturer un point. Ils ont aussi un bouclier. Ils se dirigent vers nous. Ici, nous pouvons choisir comment nous voulons qu'ils s'approchent de nous. Il serait probablement judicieux qu'ils nous attaquent depuis ici. Peut-être qu'ils ont été bloqués par un autre de leurs propres légionnaires. Imaginons maintenant qu'ils progressent et décident de nous attaquer. Ils n'activent pas la capacité jaune car il y a des unités rouges sur le terrain. Et ensuite, nous allons activer cette unité rouge lors de l'activation des ogres du chaos. À quoi sert au juste cette mécanique avec les jetons rouges et bleus? Elle permet à l'algorithme qui gère les PNJ de réagir à l'activité du joueur, c'est-à-dire que les unités que nous activons, attaquons ou autour desquelles se trouvent nos unités sont activées plus souvent par les PNJ. C'est un mécanisme que nous avons longuement vérifié et testé, et il s'est avéré très efficace comme réaction aux actions du joueur. Ainsi, les ogres du chaos se sont approchés de près de notre unité et, en conséquence, ils nous attaquent. Donc l'attaque au corps à corps, ils utilisent un dé bleu-violet. Sur un critique, ils ont Hammer Blow, une double frappe. C'est dangereux. Alors, un dé bleu-violet. Donc, nous avons une retraite et une épée. Eh bien, pour l'épée, nous subissons immédiatement un point de dégâts direct. Malheureusement, la retraite nous chasse carrément du point. La ville nous expulse donc purement et simplement de cette position actuellement. Ça aurait déjà pu arriver, sans doute. Mais au moins, nous n'avons pas laissé les ogres atteindre le point. Ils n'ont pas d'avance. C'était une action, mais nous sommes obligés d'en activer une autre. Donc, les ogres, c'est la troisième unité avec le chiffre 3. Nous ne les laissons pas partir. Et nous activons la suivante. Y a-t-il des unités rouges sur le terrain? Oui, il y en a. Nous activons la prochaine unité avec un jeton rouge. Celle qui a la priorité d'initiative la plus élevée, avec l'initiative la plus évidente. Nous déplaçons son jeton, c'est cette même unité rouge qui l'obtient. C'est une propriété. Mais dans ce cas, cette propriété nous concerne davantage. Nous sommes obligés de défausser n'importe quel ordre si nous en avons plus de deux. Vérifions tout de suite. Oui, nous avons plus de deux ordres de missions différents. Donc, nous activons l'unité avec l'initiative maximale. Sur le terrain, nous avons deux unités rouges, une avec 1 et une avec 4. Nous regardons donc celle avec le plus haut niveau de priorité et l'unité possédant la valeur 1, c'est donc elle qui s'active. Son jeton est descendu en bas et il est devenu bleu. Elle est maintenant passée en état calme. Elle essaie d'avancer vers ce point précis. Dans ce cas, c'est une situation pratiquement identique pour le mouvement. 3 hectares par ici, 3 hectares par là. Mais si l'unité PNJ peut apparaître de façon à nous attaquer, alors elle choisit cette unité. C'est-à-dire qu'elle se déplace ici et peut attaquer à distance soit cette unité, soit celle-ci. Quand il y a deux unités, elle choisit n'importe laquelle de nos deux unités. Eh bien, dans ce cas, les deux unités sont complètes, pas fatiguées, mais cette unité a un effectif moindre. Actuellement, les redoutables légions de l'abîme tirent sans relâche sur nos pauvres Wulfines. Ces légions de l'abîme sont représentées par le cube jaune ainsi que par le cube vert. Absolument toutes ces personnes. Précisément, ils obtiennent une retraite. Les loups, eux, sont courageux et, par conséquent, ne battent pas en retraite. De plus, nous avons le soutien de deux unités, ce qui nous donne aussi du courage, et ici, nous en avons besoin. Ceci termine l'action du PNJ. Il a également effectué deux actions, c'est-à-dire qu'il s'est déplacé... Ah non, excusez-moi. Il s'est déplacé avec une unité, et cette unité était rouge. Elle a été activée sur cette carte, donc nous sommes obligés de jouer une carte supplémentaire. Alors, le 8. En ce qui concerne la huitième unité, c'est la catapulte. Donc la catapulte, cela fait partie de la catégorie de l'artillerie. La catapulte bénéficie de la priorité d'attaque, puis elle finit par capturer le point. Ainsi, nous pouvons vérifier. La portée de tir de la catapulte est de 2. Mais si elle possède la capacité jaune, si elle s'active seule, alors la portée devient 3. Nous avons une unité rouge sur le terrain, donc la catapulte tire à une portée de 2. Voyons si elle peut tirer sur quelqu'un à une distance de 2. Non, elle ne peut pas. Donc elle est obligée d'avancer pour pouvoir attaquer quelqu'un. Mais cela lui est également difficile.
C'est une chance pour nous et une déception pour le PNJ. Où l'artillerie peut-elle avancer? Alors, regardons la distance jusqu'au point. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Eh bien, c'est probablement ici qu'il est plus prioritaire pour elle d'avancer. Donc la porte est ici. Alors, comme nous avons une unité rouge, selon cette propriété, nous activons l'unité rouge. Nous n'en avons qu'une, donc le commandement, nous ne vérifions pas son commandement, mais nous déplaçons son jeton. Cette unité reçoit toujours de la fatigue en plus. Nous avons oublié cela, nous allons maintenant ajouter la fatigue, et donc sa capacité s'active. Pour chaque point obtenu, nous recevons une épée. Il reçoit une épée. Donc, nous étions obligés d'appliquer la fatigue à cette unité. On peut constater une fatigue très nette sur l'unité qui se trouve sur la gauche, ainsi qu'une usure similaire que l'on remarque sur l'autre composant juste ici. En appliquant un sort de fatigue sur les dragons du chaos, on voit qu'ils virent immédiatement au bleu. Malheureusement, ils gardent la capacité de nous attaquer parce qu'ils ne sont pas encore totalement épuisés. On peut voir que le quatrième jeton descend lui aussi. Alors, les dragons du chaos, bleu et jaune attaquent. Et n'oublions pas, selon cet ordre, tous les points se transforment en épée. Mais ils ont de la fatigue que nous pourrons utiliser. Eh bien, voyons voir. Alors, bleu et jaune. Alors, une épée. Eh bien, nous pouvons utiliser cette fatigue pour les forcer à relancer. Pourquoi pas, après tout? C'est la règle générale. Ainsi, nous pouvons dépenser jusqu'à un point de fatigue sur les unités ennemies. Ils relancent le dé et nous obtenons une retraite. Vérifions. Mais malheureusement, nous ne sommes pas courageux, nous sommes obligés de battre en retraite. Mais battre en retraite, c'est sans doute mieux que de subir des dégâts. De plus, nous avons un magnifique saut d'ombre. Nous pourrons l'utiliser pour reprendre la position. Voilà, enfin, le PNJ a effectué 2 actions. Vous voyez, il nous met la pression, il agit de manière assez active sur les 2 flancs, là où nous avons été actifs. Nous avons 2 ordres, mais même si nous passons maintenant, le PNJ jouera tout le reste du paquet, c'est-à-dire que toutes ces unités s'activeront quand même. Il n'y a donc aucun intérêt à passer. Nous pouvons constater que nous activons encore une fois notre unité de cavalerie, mais comme elle possède déjà un jeton indiquant qu'elle a été activée pendant cette partie, nous recevons immédiatement un nouveau marqueur de fatigue. La limite de fatigue n'est pas encore atteinte pour le moment, donc nous sommes tout à fait en mesure de continuer à avancer. Elle n'est pas encore atteinte pour l'instant. Alors, attaquons tout de suite les dragons. De toute façon, ils vont devenir rouges et furieux. Nous n'avons aucune raison de les ménager ou d'en avoir peur. Lors de l'activation, nous utilisons un ordre bleu et un ordre jaune. Regardons nos cartes. Regardez cette carte très intéressante qui nous permet de piocher de nouvelles ressources en main lorsque nous lançons une attaque avec succès contre l'adversaire. C'est une opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer. Nous allons donc jouer cette carte dès maintenant. Nous sommes obligés de le déclarer avant le combat. Et lançons nos dés. Des cubes sur le mur et des cadavres jaunes. Abandonnés. Oh, super. 2 de coup sûr. Grâce à une seule et unique opération, nous parvenons à détruire complètement une unité entière de l'escouade PNJ. Cela signifie que l'escouade a été attaquée. Le numéro de jeton devient immédiatement furieux. Mais malheureusement, ils ignorent aussi la deuxième blessure infligée, parce que ce sont des dragons du chaos et non de la fortitude. Et cette capacité permet à l'adversaire d'ignorer les dégâts, sauf pour le premier. C'est-à-dire qu'ils peuvent ignorer la deuxième, la troisième, un dégât à chaque fois. Cependant, une carte en jeu précise qu'en cas de dégâts, on pioche 3 cartes, sinon on en pioche 2, puis on doit replacer une carte en haut ou en bas du deck. Parfait, cette carte a été jouée avec succès. Cela ne compte pas comme une action supplémentaire, car tout cela fait partie intégrante de nos raguins. Nous avons pioché jusqu'à 3 cartes, et nous pouvons en remettre une dès maintenant. Voyons voir, nous possédons 2 cartes identiques, Break the Line. Remettons-en donc une au-dessus du deck. Parfait, nous avons vraiment bien utilisé nos cartes et repoussé l'adversaire, mais il nous reste encore une action à effectuer. Réfléchissons un instant. Nous pourrions obtenir des renforts de façon beaucoup plus active. Cela aurait probablement tout son sens maintenant.
mais j'aimerais tout de même bien occuper ce point-ci. Nous pouvons essayer de l'occuper avec cette unité. Elle est, bien sûr, déjà un peu amochée. Ah, et nous n'avons pas d'ordre. Nous avons la carte Cannonite Fury. Nous pouvons effectuer un tir de salve sur l'ennemi. Où nous avons Raid Behind Enemy Line. Ah, parfait. C'est justement cette carte que nous allons jouer maintenant comme notre deuxième action. Donc cette carte permet à notre unité d'avancer de 3 hexagones et de lancer immédiatement une attaque au corps à corps. Parfait. Donc nous défaussons la carte, nous choisissons quelle unité nous voulons faire avancer de 3 cases et effectuer une attaque immédiate. Je n'utiliserai pas Napoléon, il nous est trop précieux. Ici, nous avons soit ces fusiliers, soit la garde nationale. Il y a encore des voltigeurs en réserve, mais ces gars-là sont forts en attaque à distance. Je pense que j'utiliserai quand même les Ulfens. Les voilà qui ont avancé de 3 cases. Ils ont ce symbole de grenade. C'est un type d'attaque spéciale. Une attaque spéciale avec 2 dés rouges. Mais dans ce cas précis, nous ne pouvons utiliser que l'attaque au corps à corps. Par conséquent, en ce qui concerne les attaques au corps à corps, ils lancent un dé bleu et un dé violet. Cela signifie que nous pouvons également utiliser l'une de nos cartes de manœuvre, mais pas pour sa capacité principale, mais plutôt spécifiquement pour la capacité supplémentaire indiquée dans la partie supérieure de la carte. Le symbole du sabre signifie que cette capacité peut être utilisée pour une attaque au corps à corps, c'est-à-dire que l'on défausse cette carte pour obtenir un dé de couleur violette. Mettons cela en pratique dès maintenant. Nous attaquons en défaussant cette carte, ce qui nous donne, pour les Ulfens, un dé bleu et 2 dés de couleur violette. Malheureusement, nous n'avons pas de succès sur les dés violets, mais malgré tout, c'est un dé assez efficace. Donc nous attaquons ces ogres. Le lancer est excellent. C'est tout simplement remarquable. 3 touches. Les redoutables ogres possèdent la capacité spéciale bouclier qui annule une épée. Mais malgré cela, il en reste tout de même 2 autres qui les touchent. Nous éliminons donc un premier ogre et, pour la deuxième perte, votre adversaire peut choisir de subir des points de fatigue. On remarque que les PNJ choisissent toujours de prendre de la fatigue, ce qui finit par les épuiser. Mais malgré tout, nous avons réussi à les repousser efficacement. C'était donc notre deuxième action. Nous avons repris 2 points et attaqué avec succès, ce qui en fait un tour de jeu vraiment réussi pour nous. À la fin du tour, nous sommes obligés de rendre furieuses toutes les unités en contact avec les nôtres, ainsi que celles des PNJ que nous avons attaquées. Voilà, ce sont à nouveau 2 unités, la quatrième et la troisième. Et sur ce, nous passons le tour aux PNJ. Alors, les PNJ activent une unité selon la carte. C'est la 5e unité. La 5e unité, ce sont ces sbires-là. Eh bien, il leur est logique d'avancer vers ce point. D'ailleurs, ils vont probablement aller vers le camp, parce que le camp, ce n'est pas la configuration de ce terrain ne va pas forcément les contraindre à sortir de leur position, et ils pourront donc nous attaquer à distance. Par conséquent, pour l'attaque à distance, nos sbires sèmeront le chaos. Alors, avec le cube vert, on voit que les sbires tirent sur nos unités, mais ce n'est pas encore quelque chose de vraiment effrayant. Eh bien, ils ont finalement décidé de sonner la retraite, mais comme nous sommes courageux, nous restons, et non, malheureusement, ils ont des unités rouges qui arrivent sur le terrain. Vérifions cela. Le chef s'active pour les unités rouges, il reçoit de la fatigue, et en plus, une autre unité rouge va s'activer en supplément. Ce n'est vraiment pas une très bonne nouvelle. Donc, nous avons le 3 et le 4 d'abord. Ensuite, pour le 5, est-ce que nous avons fait baisser le 5 dans l'ordre de l'initiative, ou bien est-ce que le 5 est resté à sa place initiale? Donc, nous activons une unité rouge via la carte sbire et nous choisissons la quatrième ou la troisième. Voyons laquelle a le plus d'initiative. Voilà, c'est le 3. Nous le faisons descendre dans l'ordre d'initiative. Et les ogres du chaos essaient obstinément de chasser les Wulfines de la zone de contrôle. J'espère qu'ils n'y arriveront pas. Donc ils ne bougent pas. Ils restent donc là et lancent simplement le dé bleu et le dé violet.
le dé bleu et le dé violet. Nous lançons l'attaque, car nous ignorons totalement ce qu'est une retraite, mais malheureusement nous n'ignorons pas du tout le tranchant de l'épée. Notre unité est actuellement blessée et, tout de suite, si l'on regarde bien selon la carte rouge, oui, les redoutables ogres du chaos reçoivent un jeton de fatigue supplémentaire. C'est une bonne chose, car il me semble vraiment qu'ils ont enfin atteint leur limite maximale de fatigue. Ah non, attendez, leur limite est en fait de 3, donc ils ne l'ont pas encore tout à fait atteinte à ce stade. Ils peuvent déjà choisir de se reposer, nous pouvons donc la retourner à 2 et l'unité restante s'active enfin, c'est le groupe numéro 4. Ici, nous le faisons déjà descendre un peu plus bas sur le plateau, donc c'est ainsi que cela se passe. 4. Eh bien, ils nous attaquent aussi sans relâche dans cette direction. Ils accumulent de la fatigue lors de leur activation. ET, ils deviennent bleus. Eh bien, attaque au corps à corps des dragons du chaos, bleu et jaune. C'est le jaune. Malheureusement, notre équipe ne se montre pas particulièrement performante. ET, retraite et dégâts. Oui, nous subissons des pertes. Ce groupe d'unités particulier a subi des pertes à 2 reprises, donc nous nous replions ici. Ce n'est certes pas une situation idéale, mais au moins nous n'avons pas laissé l'ennemi capturer le point stratégique. C'était donc la toute première action. Je rappelle que selon la 5e carte, nous avons activé 2 unités rouges. Mais comme il ne reste plus du tout d'unités rouges sur le terrain, l'unité suivante s'active et c'est l'unité numéro 6. C'est absolument parfait. C'est le commandant ennemi. Sa priorité absolue pour le moment est de commander ses propres unités. Vous voyez, il porte le titre Elias Inaura. L'empereur a une aura de 2, donc il peut activer jusqu'à 2 unités dans son aura, en choisissant en priorité celles qui ont l'initiative la plus élevée. Eh bien, le plus élevé, c'est le 8. En conséquence, le 8 descend, nous descendons le jeton tout en bas. La 8e escouade est activée. Eh bien, ce sont encore les ogres, catapulte à troll encore une fois, et dans ce cas précis, il peut tirer, même si c'est par-dessus la tête des siens. Alors, comment se déroule l'attaque à distance, le tir dans Napoleon Sweet Magic? Nous devons d'abord tracer une ligne du centre de l'hectare avec l'unité attaquante jusqu'au centre de l'hectare cible sur lequel nous tirons. Mais ici, lorsque nous traçons cette ligne, elle croise clairement cette escouade. La colline permet d'ignorer ce croisement, mais l'escouade de trolls ne se trouve pas sur la colline. Néanmoins, cela veut dire concrètement qu'ils ont une attaque sur l'ordre jaune, sur la capacité jaune sans ligne de vue. Mais dans cette situation précise, la capacité jaune des ogres ne s'active pas, car ce n'est pas leur propre carte qui a été tirée. Cela signifie que, dans ce cas de figure, les ogres doivent se déplacer de manière à être en mesure de nous attaquer directement. Considérons qu'ils se déplacent ici, mais le troll a la capacité lente, c'est-à-dire que si cette escouade s'est déplacée, elle ne peut plus effectuer d'attaque à distance. Donc, cette escouade a effectué son mouvement et la prochaine escouade dans l'aura est la numéro 7. Nous plaçons son jeton ici. Et le troll a habilement bloqué leur chemin, il ne leur reste plus qu'une seule voie vers la forêt. C'était la deuxième action des PNJ. À ce moment-là, le tour des PNJ se termine et notre tour commence. Voyons ensemble ce que nous pouvons faire. Il nous reste un ordre rouge qui permet de choisir librement, soit le commandant, soit l'artillerie. Nous avons également 2 cartes en main. Cette carte nous permet d'ignorer un dégât, ou plutôt de piocher une carte en main, mais dans ce cas particulier, cela pourrait ne pas nous être très utile. Et maintenant, voici la carte de renfort. Utilisons-la immédiatement. La carte de renfort vous permet soit de déplacer une unité jusqu'à 4 fois sur la piste des renforts, soit de déplacer 3 figurines d'une case. Prenons un instant pour réfléchir à ce qui pourrait nous être le plus avantageux. Eh bien, à la fin de chaque manche, les figurines sur la piste des renforts descendent. En conséquence de cette situation, il pourrait être particulièrement judicieux de procéder au déplacement de 3 unités différentes afin de les préparer au renfort. Mais cela n'aidera pas à renforcer notre cavalerie. Nous avons vraiment besoin de renforcer la cavalerie. Nous pouvons déplacer une figurine 1 ou 2 fois et faire sortir la cavalerie. Bon, alors faisons pour
Pour cette capacité, déplacer une figurine jusqu'à 4 fois sur la piste de renfort ou alors choisir la première option. Bon, déplaçons une figurine jusqu'à 4 fois. 1, 2 et 3. Nous la plaçons sur le plateau et nous renforçons le projet comme cavalerie. Malheureusement, c'est une défausse de patate. C'était notre première action et la deuxième action, c'est d'activer notre commandant, notre Napoléon. Alors, pourquoi est-ce nécessaire? Napoléon possède une capacité, comme tout commandant, donner un ordre de commandement, mais en contrepartie, il reçoit de la fatigue. C'est-à-dire que nous l'avons activé, il reçoit un point de fatigue pour avoir donné un ordre de commandement, mais il peut activer n'importe quelle unité à Ayor au niveau O2. En conséquence, nous pouvons lancer un renfort. Voilà, nous prenons cette unité. Pendant ce temps, nos braves unités de fusiliers peuvent continuer à pilonner sans relâche les troupes d'ogres de l'armée adverse. Ces ogres possèdent déjà un jeton de fatigue accumulé, ce qui représente un avantage tactique certain que nous pouvons exploiter au cours de l'ensemble de nos prochaines actions de combat. Donc, les fusiliers en attaque au corps à corps ont 2 dés jaunes. Mais comme une autre de nos unités est également au contact de l'ennemi, nous bénéficions de la capacité de flanc. Cette capacité est générale pour le jeu et signifie que si un ou plusieurs de vos unités sont au contact de l'ennemi, vous lancez un dé vert supplémentaire. Nous avons 3 dés, c'est une assez bonne chance. Malheureusement, nous avons échoué. Même s'il nous est possible d'utiliser un point de fatigue pour relancer un dé, alors espérons que cela va marcher. Voilà, parfait. Donc de recul, cela signifie que l'ennemi bénéficie du soutien de 2 unités, c'est-à-dire qu'il ignore un point, mais ne peut plus ignorer le second. En conséquence, il subit des dégâts. Bon, au moins comme ça. C'était notre deuxième action. Malheureusement, nous avons pratiquement épuisé toutes nos cartes et nous n'avons plus d'ordre, ce qui signifie que l'armée PNJ va pouvoir nous punir impunément. Et n'oublions pas qu'à la fin de notre tour, les unités que nous avons attaquées ou qui sont en contact avec nous deviennent enragées. Eh bien, nous avons attaqué celle-ci. Il n'y a qu'une seule unité, un seul contact avec nous, donc ces 2 unités sont devenues rouges, mais le MTC poursuit son offensive victorieuse. Alors, donc, l'unité numéro 2. Donc, la numéro 2, ce sont les sbires. 1, 2, 3, 4. Ici, pour eux, ici, la distance est la même. Lorsqu'ils décident qui ils peuvent attaquer, en fait, ils ne peuvent attaquer absolument personne. Eh bien, en conséquence, ils avancent probablement tout simplement en ligne droite. Nous allons maintenant commencer à terminer leur déplacement, mais malheureusement, il y a encore des unités rouges sur le terrain, les Furieuses 1 et 3. Donc nous devons impérativement faire descendre la numéro 2. C'est fait, et maintenant, selon l'ordre de priorité, les unités rouges 1 et 3 s'activent. C'est donc la toute première unité qui s'active. La première unité devient... En ce qui concerne la toute première unité, ce sont les légions du néant. Ici, elles deviennent bleues, mais elles attaquent aussi nos propres fusiliers. Cela représente un total de 2 dés jaunes. Espérons que nous allons résister à cette attaque imminente. Voilà, c'est la retraite. Oui, nous battons bel et bien en retraite. Nous ne subissons aucune perte. C'est déjà une très bonne chose en soi. Et pour la deuxième, c'est parfait. Il ne leur reste plus qu'une seule carte. Comme nous avons l'intention de passer notre tour au prochain tour, le joueur du PNJ passera également son tour. Donc, pour la 7e unité, nous, l'unité, ces légions issues du néant, il n'y a absolument aucune autre option possible et ils nous attaquent directement sur la position actuelle. Nous bénéficions tous les deux d'un certain soutien. Voyons maintenant ce qu'ils ont obtenu au lancer. Donc, eux aussi parviennent à obtenir un dé vert. Ah oui, regardez bien, cette unité a reçu de la fatigue et maintenant celles-ci vont également recevoir de la fatigue supplémentaire parce qu'elles sont de couleur rouge. Donc ces régions 3D, 2 jaunes pour leur attaque, un vert pour le soutien. Et d'ailleurs, nous n'avons pas lancé un dé vert contre cette unité. Eh bien, espérons qu'ils n'ont rien obtenu. Et le lancer. Comme c'est mauvais, malheureusement. Alors, notre escouade de la garde nationale des Wulfen a subi 3 dégâts, dont un critique. Voyons maintenant les dégâts critiques. C'est la deuxième attaque de la capacité frénésie. Eh bien, je pense qu'ici, il se peut même qu'une deuxième attaque ne soit pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on retire un Wulfen pour un dégât. Pour le deuxième dégât, nous recevons un jeton de fatigue.
Il y a ici une règle qui permet de prévenir un dégât en le transformant en jeton de fatigue, mais malheureusement, cela ne peut se faire qu'une seule fois par tour. Et pour le troisième, pour le dégât critique, nous sommes également obligés de subir un dégât. Malheureusement, nous ne pouvons pas le convertir en fatigue, donc notre escouade est simplement éliminée. Regardez, lorsque votre escouade est éliminée, vous devez retirer le nombre nécessaire de figurines de cette escouade de la piste de renfort. Autrement dit, si vous aviez des pertes dans 2 escouades d'Uzler, nous retirerions les figurines jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une escouade. Mais comme nous n'avons qu'une seule escouade de Wulfen, nous retirons les 2 figurines, elles sont détruites. L'adversaire reçoit immédiatement un point de victoire pour la destruction de notre escouade. Ces mêmes points sont envoyés dans la défausse. La capacité frénésie, qui s'est déclenchée à la suite du dégât critique, ne s'active pas car il n'y a plus de cible à attaquer et il est obligé d'attaquer la même escouade. Mais c'est l'escouade rouge qui s'active. Il n'y en a qu'une, c'est la numéro 3. Donc nous avons descendu le 7 et le 3 vers le bas. Et malheureusement, ces redoutables ogres, oui, ne reçoivent pas une deuxième fatigue. Mais ils s'emparent de cette position stratégique cruciale. Oui, voilà exactement le genre de fâcheux contretemps qui nous attend, inévitablement à la toute fin de ce round. Nous n'avons pas pu garder un des points et le second a été capturé par les légions du chaos. Ainsi, la fin du round arrive. Les adversaires, et nous aussi, recevons des points de victoire pour le contrôle des points ou l'accomplissement de conditions supplémentaires. Alors, concernant le contrôle des forêts, oui, aucune des forêts n'est occupée par l'adversaire. Nous avons tout de même un point. Les adversaires contrôlent un point. Ils obtiennent un point de victoire supplémentaire. Et ils ne contrôlent pas le deuxième pont. S'ils avaient une unité ici, ils auraient obtenu un point de victoire supplémentaire. Mais heureusement, cela ne s'est pas produit. Alors, regardez. Il existe également une autre règle spécifique qui permet aux joueurs PNJ d'obtenir un point de victoire supplémentaire. C'est le cas si nous tirons une carte d'unité. Par exemple, si nous avions pris le temps de bien mélanger ce paquet, et si nous continuions normalement notre activation, nous aurions alors mélangé l'intégralité du paquet des PNJ pour ensuite poursuivre notre tour de jeu. Nous aurions continué à les activer. Et si nous avions activé l'unité numéro 3, c'est-à-dire celle-ci, alors l'adversaire aurait immédiatement obtenu un point de victoire. À quoi sert cette règle? Elle permet, ou plutôt elle nous oblige en tant que joueurs à chasser les unités ennemies du point. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas simplement abandonner le point et dire « Bon, restez là, nous allons nous reposer ou nous regrouper ». À la fin de la phase, en plus des points de victoire, nous déplaçons également toutes les figurines d'une case vers le bas. Donc si les modèles se trouvaient sur la rangée du bas, ils auraient déjà rejoint les unités. Et nous prenons les cartes selon la carte SKLS. Eh bien, dans ce cas, on prend une carte en main. Malheureusement, seulement une. Voilà, c'est la fin du premier tour, ou plutôt du premier round. Il y aura encore 4 rounds comme celui-ci. Pour l'instant, ce sont les régions du chaos qui sont en tête. Il y en a encore 2 là-bas. 1 en leur faveur. Eh bien, je crois avoir maintenant fait le tour des points principaux du jeu. Si vous avez des questions, n'ayez surtout pas d'hésitation à nous les soumettre. Écrivez-les dans les commentaires de cette vidéo, ou directement à nous via l'une de nos différentes messageries directes. Nous y répondrons avec plaisir. Et participez à notre Kickstarter Jouer à Napoléonique. J'espère que vous prendrez plaisir à affronter un adversaire PNJ en mode solo. Nous essaierons bientôt d'enregistrer une vidéo séparée consacrée à la campagne solo. Bonne continuation à tous. Merci de votre attention.